Bonjour et bienvenue pour cette pause café en compagnie de très très bons speakers qui sont venus de loin. En tout cas, Guillaume Ruby est venu de Marseille, des bords de la Méditerranée. Hélène est venue de Paris et Vincent est venu aussi du Citizen of the World, donc un peu partout dans le monde. Je vais vous demander de les applaudir et ils vont faire leur entrée et ensuite nous allons commencer la conférence. Donc sous vos applaudissements, merci d'accueillir Guillaume Ruby de Caporal, Hélène de Saugère, donc Petit Bateau, et Vincent Avanzi, Chief Poetic Officer. Merci pour ces applaudissements. Je vous en prie, asseyez-vous, prenez place. Bonjour. 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 Donc, ils sont tous les trois réunis pour la première fois. Ils ne se connaissent pas encore. Ça va être l'occasion de discuter entre eux. Voilà. Ils ont chacun des messages tout à fait intéressants à passer. Une petite absence, c'est le club des annonceurs. Donc, ils n'ont pas pu être présents ce matin, enfin cet après-midi à 14h. Mais j'ai quelques slides à vous présenter, donc on va pouvoir quand même présenter l'étude qu'ils ont menée. Donc, comment rendre la sobriété désirable ? C'est une vraie question. En ce moment, on entend beaucoup parler de sobriété sur les réseaux sociaux. Il y a des intentions, mais il n'y a pas beaucoup d'actes. On va les voir avec les marques qui le pratiquent, ou en tout cas ont l'intention de le pratiquer. Personne n'est parfait, mais il y a aussi des solutions pour enchanter. Et c'est pour ça que j'ai aussi fait appel à quelqu'un qui est plutôt dans le storytelling, donc Vincent Avanzi, qui est Chief Poetic Officer, pour aussi nous donner un peu une vision différente, extra-marketing et communication. Donc, qu'est-ce que dit l'étude des annonceurs, donc, qui a été menée avec Kantar et Insight, Kantar Insight et Club des annonceurs? La sobriété, les consommateurs y sont favorables pour des raisons plus profondes. Ils se rendent compte que c'est un petit peu obligatoire. 79% disent oui, il était temps, on n'a pas vraiment le choix. Par contre, quand il s'agit il y a deux types d'annonceurs et il y a surtout des consommateurs il y en a une partie qui disent oui, il faut changer et l'autre qui dit oui, il faut optimiser ce qui existe déjà. Et dans optimiser, c'est mieux consommer, moins gaspiller, avoir une attitude plus responsable. Dans ceux qui disent il faut changer radicalement, certains disent il faut renoncer à certaines habitudes et il faut se poser les bonnes questions pour faire autrement. Et souvent, les marques sont attendues pour ça, pour montrer le chemin, pour dire comment il faut faire autrement. Qu'est-ce qu'on voit sur la sobriété et la consommation plus raisonnée? Donc, certains disent on va se montrer plus solidaire, donc par exemple en utilisant les secondes mains, les occasions et autres, mais ils ne veulent pas non plus complètement revenir en arrière, ils ne veulent pas complètement la décroissance. Donc c'est toujours assez ambivalent. Au-delà de la consommation, il s'agit de changer certaines choses et de limiter les excès et les dérives. Donc on veut un petit peu moins de superficiel, un peu moins d'apparence, mais comme on l'a vu ce matin, on est quand même très consommateur de luxe. Donc on veut un luxe plus durable, un luxe qui a du sens, et on peut faire un effort là-dessus, sauf quand il s'agit du prix, et on va en parler tout à l'heure. Par contre, certaines habitudes sont quand même difficiles à changer, parce que les gens aiment acheter des produits neufs, aiment aussi beaucoup voir qu'est-ce que les influenceurs utilisent et comment ils peuvent consommer des produits qui sont effectivement à la mode. Donc, il s'agit de comportements de source de plaisir. Et on a un peu de mal à changer ces habitudes parce qu'en fait, la consommation permet de trouver une certaine forme de plaisir, surtout dans des moments où le contexte est difficile. Donc, Guillaume, toi qui as un peu d'expérience en tant que directeur communication et marque pour Caporal et qui a une vingtaine d'années dans l'univers du jean,
chez Levi's et dans d'autres marques. Peux-tu nous éclairer sur ce que tu constates à ton niveau? Alors, vous éclairez peut-être un peu. Alors, j'essaye de faire passer les slides. Voilà. Et je voulais démarrer par, on va dire, des chiffres un peu chocs, qui concernent le secteur de la mode, que je connais particulièrement. Je ne peux pas parler pour tous les secteurs, mais où on a vraiment très manifestement des injonctions paradoxales qui se jouent auprès des consommateurs, puisqu'il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, il y a une enquête Kantar, que vous connaissez peut-être tous, le fameux panéliste, qui a montré l'ambivalence, en tout cas la bipolarité des consommateurs, puisque à peu près 70 à 80% des consommateurs aujourd'hui attendent des marques de mode qu'elles soient plus transparentes, plus vertueuses, plus éthiques, mais pour autant, 4% de cette même population a pour désir premier d'achat le côté éthique des marques. Et pour 70%, c'est l'inverse, c'est le prix qui est le facteur numéro 1 dans l'achat. Alors, ça, c'est d'autant plus renforcé qu'on parle des jeunes générations, notamment la fameuse Gen Z, qui est très sensible à une consommation et aussi à l'environnement. Pour autant, cette même Gen Z, elle a des comportements très paradoxaux. Je vous ai mis là les paradoxes qui s'exercent, comme sur un schéma avec des flèches qui tirent vers les opposés. On voit aussi aujourd'hui Shein, qui est cette enseigne chinoise qui est devenue la 15e enseigne préférée des Français, tous secteurs confondus, en 2022, 15e sur le digital. C'est à peu près 1,5 million de visiteurs uniques par jour en France. C'est énorme. Pourtant, c'est une enseigne qui est hautement décriée parce que ces produits ont une durée de vie qui est tellement courte qu'ils ne peuvent pas du tout être considérés comme des produits durables, bien au contraire, mais comme des produits ultra jetables. Et qu'est-ce qui explique que justement ils sont aussi regardés, aussi appréciés? C'est le facteur, il y a 2 facteurs. Le premier, c'est le prix, puisqu'ils ont même cassé les prix de la fast fashion, des H&M notamment. Et donc, ça, c'est le premier élément dans une situation où la consommation est contrie du fait de l'inflation notamment. Donc, c'est un facteur clé de succès pour eux. Et la deuxième, c'est qu'ils ont une capacité à générer le plaisir et le désir qui est remarquable dans le concept, mais pas du tout dans l'éthique, puisque tous les jours, ils amènent 500 produits différents et ils ont réussi à créer, on va dire, une consommation et une production de masse à la demande. Donc, face à ça, parce qu'on peut effectivement se poser la question de l'éthique et tout ce que ça peut entraîner aussi, et ça a été mesuré, notamment chez cette enseigne, de tout l'impact néfaste social aussi, par rapport à la production, quelles conditions. Leurs produits, pour 15% d'entre eux, il y a des agents chimiques qui sont dangereux aussi pour l'individu. Et en fait, ça génère aussi un autre problème qui est celui de 2 tiers aujourd'hui de la production en France qui ne peut pas être considérée comme exploitable à nouveau pour être recyclé, upcyclé. Et tout ça, ça finit où? Ça finit sur des plages en Afrique. Et il y a même un chiffre qui est assez éloquent, c'est qu'aujourd'hui, quand vous interrogez Emmaüs ou Le Relais, ils disent qu'un tiers de cette même production n'est pas utilisable par eux. Et face à ça, et en même temps, vous voyez, il y a l'extrême inverse avec ce désir effectivement de produits plus durables. Ça aussi, ça a été montré par Opinionway, une autre étude. 82% des Français aujourd'hui se disent prêts à consommer moins et mieux, et pourtant, ils consomment encore massivement pas bien et pas mieux. Et pour quelles raisons ils ne consomment pas bien et pas mieux alors qu'ils le disent être prêts à le faire? Parce que, en fait, on a un consommateur qui est devenu beaucoup plus pragmatique et qui a changé complètement ses curseurs. En fait, c'est quelque part un shopping alcoolique dont on entretient le désir et le plaisir constamment à travers des produits qui se renouvellent. Donc c'est effectivement une addiction. Et bon, après on parlera des do's, des don'ts, mais je pense que c'est un schéma qui est à casser
Et on a un rôle, nous, les marques, qui sont situées plutôt sur peut-être le moyen de gamme, pour enrayer cette situation aussi. Et donc, à côté en fait, le consommateur, il scrolle, il va sur le bouton Buy, et c'est peut-être aussi ce qu'a réussi à faire Shein. Comment vous prononcez? Shein. Shein, c'est Hélène qui nous a dit attention à la prononciation. Hein. Parce qu'il ne shine pas. Hein. Il ne shine pas. Non, il ne brille pas. Il ne brille pas. Mais effectivement, ils ont des productions négatives. Oui, Vincent réagit. C'est aussi sociologiquement, en fait. C'est qui veut le changement. Moi, qui est prêt à changer? Non. C'est aussi ça, en fait, qui se passe, en fait. C'est la transformation. Et qu'est-ce que c'est tout à l'heure, tu évoquais, Guillaume, Label Emmaüs et le relais. Est-ce que tu peux expliquer à la salle? Oui. Juste, avant d'expliquer ça, je voudrais juste rajouter un élément, c'est qu'il y a ce désir, effectivement, de durabilité qui est exprimé Opinionway, mais il y a des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui au niveau de décrets gouvernementaux qui vont nous aider, nous aussi les marques, puisqu'il y a des décrets avec la loi AGEC qui a été promulguée depuis le 1er janvier pour donner plus de transparence et montrer la recyclabilité ou pas d'un produit. Donc ça va nous aider, tout comme des bonus-malus qui vont se mettre en place aussi. Maintenant, par rapport à ce que tu disais sur ces plateformes, ce que je trouve intéressant, c'est que peut-être que vous avez été sensibilisé à ça si vous êtes acteur du marketing ou de la communication, mais je trouve que Emmaüs a fait un coup vraiment très très fort parce que leur problématique, c'est qu'aujourd'hui, le don solidaire n'existe quasiment plus. Enfin, je suis un peu radical quand je dis ça, mais il est en train de tomber. Alors que les gens sont de plus en plus concernés par l'environnement, par la citoyenneté. Et à côté de ça, Emmaüs a fait une campagne de communication sur Vinted. Vous voyez, Vinted qui est une plateforme aussi d'achat et de revente de produits de seconde main, dits de seconde main, parce qu'il y a beaucoup de produits aussi qui sont neufs, qui se revendent. Et ils ont fait une campagne sur le site pour dire, vous savez, Vinted, je crois que leur slogan, c'est « si tu ne le mets plus, vends-le ». Et eux, ils ont fait une campagne « si tu ne le mets plus, donne-le » sur l'hébergeur qui est Vinted. Tout ça pour dire qu'effectivement, des gens comme Emmaüs ou encore le Relais ont des difficultés aujourd'hui à entretenir leur schéma d'inclusion sociale à travers les dons, puisque ça emploie des gens. Et ils ont une académie d'ailleurs Emmaüs pour former les personnes au e-commerce et au digital. Tout à fait. Parce qu'effectivement, quand on parlait de Shein, c'est... Shein, j'ai vraiment du mal, excusez-moi. Mais c'est bien de retirer ce mot de ton vocabulaire. C'est ça. En fait, ils ont des produits effectivement cheap, mais qui transforment avec le fashion, avec des influenceurs qui ne sont pas forcément des influenceurs responsables. Non, tout à fait. Par rapport à ça, il y a aussi des nouveaux modèles qui se mettent en place, et je pense qu'on va en parler derrière, qui sont vraiment plébiscités encore dans leur concept par les Français. Mais là, j'ai mis un chiffre qui est assez éloquent, puisqu'on parle beaucoup de seconde main, on parle de location aussi au niveau des vêtements, et pourtant, c'est que 2% aujourd'hui des consommateurs en France qui ont testé, notamment la location vêtements. Donc c'est encore des balbutiements. Voilà. Alors, et seulement 2% sur la location. D'accord. Sur la location. La seconde main, plus. Un Français sur deux a acheté en 2022 un produit dit de seconde main. Je dis bien dit de seconde main. Ou sur une plateforme de seconde main. Oui, et hier nous étions avec Le Bon Coin sur scène, et effectivement, qui met en place des solutions de e-commerce. Et comme tu le disais très bien, Guillaume, avec la loi AGEC, donc anti-gaspillage, économie circulaire, c'est aussi Le Bon Coin offre une solution aux marques pour pouvoir proposer soit leurs petits objets qui ne sont pas tout à fait seconde main, mais qui sont neufs, mais un petit peu détériorés sur l'emballage, et qui peuvent, de toute façon, ne vont pas être jetés, mais qui vont être soit revendus, soit être donnés. Tout à fait. D'accord. Qu'est-ce que vous faites chez Caporal, du coup? Alors, d'abord, pas mal de choses qui se sont mises en place sur les 4 dernières années. J'ai voulu démarrer en fait pour dire que Caporal, c'est une marque qui est connue et reconnue parce qu'elle a un tempérament.
au niveau de son style, et que pour autant la sobriété, ça peut aussi aller dans des excès, mais je dirais des excès plus de style que des excès de production ou de consommation. Parce que face à tout ça, en fait, il y a deux éléments sur lesquels on peut agir, nous les marques. Le premier, c'est sur la production. Aujourd'hui, être plus durable, c'est aussi produire moins. Alors je sais que c'est difficile, on en est vraiment, mais c'est une solution et quasiment la solution unique pour effectivement, on va dire, aller vers la sobriété. Et il y a aussi la consommation, et quand je parle de consommation, c'est sur les ressources naturelles pour agir contre la déplétion des ressources. Donc c'est être plus sobre dans sa propre consommation. Est-ce que pour la production, tu peux nous donner un exemple pour un jean? Ouais. Quelle est l'empreinte environnementale de la fabrication d'un jean ou, comme Alors, on je dit, ne peux pas le dire pour un dos. jean. Ce que Ouais. je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui circulent, notamment sur le jean. La consommation d'eau historique d'un jean, ça peut être 1400 litres d'eau pour un jean. Tout ça a vraiment changé. Je tiens à vous rassurer là-dessus. Parce qu'on est dans un modèle qui a évolué. Et aujourd'hui, on peut consommer moins d'eau en fabriquant un jean qu'en fabriquant un ordinateur. C'est clair, c'est sûr même. Oui, ça ne l'était pas encore il y a quelques années. Mais pour vous dire un petit peu, nous, ce qu'on a mis en place, d'abord, on a aligné un petit peu les vertèbres de notre colonne vertébrale. Tout part d'une plateforme de marque et d'un récit de marque. Pour se dire que nous, ce qu'on allait plébisciter pour agir sur notre déconsommation et notre déproduction, d'abord, ça allait passer par notre ancrage territorial, c'est-à-dire travailler plus sur notre territoire. Je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on fait et réduire drastiquement l'emploi matière et la production d'eau. L'eau, c'est hyper important pour nous. On a une visée qui est de diminuer de 30 à 40% d'ici 2 ans la consommation totale d'eau qu'on utilise pour produire. Et en termes de production, on a agi énormément aussi sur le nombre de références que l'on produit. Tout à l'heure, je vous disais que Shein produisait 500 nouveaux modèles par jour. Nous, c'est ce qu'on fait sur une saison complète de 6 mois. Et on a réduit de 30% notre nombre de références couleurs. Pour ceux qui connaissent un petit peu la mode, ces 2 dernières années. L'eau aussi. L'eau, ça passe par des techniques nouvelles et industrialisées au niveau du jean, que nous, on produit sur des bassins proches, comme l'Afrique du Nord. On n'est pas du tout dans des productions asiatiques ou au Pakistan, etc., qui sont aussi des berceaux de la confection. La seconde main, je pense que je te laisserai beaucoup en parler parce que Petit Bateau est assez exemplaire sur ce niveau-là. Nous, on le teste aussi au niveau d'un site qui s'appelle Caporal Vintage. Et enfin, je voulais terminer sur quelque chose d'important pour nous quand je vous parlais de l'ancrage territorial, c'est comment on réutilise la matière. On a mis en place une opération qui s'appelle Caporal Impact Recycling, qui est une opération de collecte de vieux jeans. À peu près, on en a collecté 50 tonnes depuis que ça existe. Depuis 2015, c'est ça? Oui, 2016, pour être précis. Et avec ça, l'idée, c'est de réutiliser le denim pour faire du beau avec du vieux. Voilà, pour résumer, mais en nous ancrant sur notre territoire, c'est-à-dire le territoire de Marseille, puisqu'on travaille, et là je vais vous montrer quelques chiffres, pour 20% de la production, des jeans qu'on collecte, on les réutilise avec un atelier à Marseille pour faire des séries limitées et pour montrer qu'on peut faire de très belles choses. Et vous allez voir derrière avec du vieux. Et les 80% autres, ça sert justement au relais dont on parlait et à d'autres associations, puisqu'on veut qu'il y ait un impact solidaire aussi et alimenter le don solidaire. Faire du beau avec du vieux. Ça pourrait être un slogan, faire du beau avec du vieux, qui s'applique à plein d'activités d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc je vous disais Made in Marseille, avec un atelier qui s'appelle Très Atypique. Et surtout, on a voulu associer
des jeunes créateurs de la scène française et internationale qui, eux, ont déjà dans leur ADN de marque cette idée de recycler, de gérer leurs invendus. Et voilà. Et avant de passer la main, je voulais juste vous montrer ce qu'on peut faire avec différents jeans qu'on a collectés qui étaient dans des états vraiment très avancés, avec 2 créateurs. Vous voyez en haut, c'est Louis-Gabriel Nucci, qui est un créateur français et qui fait partie du calendrier officiel de la Fashion Week. Et Luis Carvalho, en dessous, qui est un créateur portugais, puisque la Méditerranée, enfin, voilà, on souhaite porter un message au-delà de Marseille, en fait, From Marseille to the World, pour mettre en avant des produits qui ont été réalisés avec du vieux. Et le vieux, aujourd'hui, c'est pas que ce qu'on a collecté. On est allé aussi chercher nos invendus pour leur donner une deuxième vie, des invendus au niveau du jean, mais aussi des toiles qui traînaient depuis 10 ans dans nos entrepôts ou chez nos fournisseurs pour en faire quelque chose d'assez unique. Voilà. Et ces collections, vous les vendez ou Oui. ce sont des collections capsules qui restent dans les musées ou directement dans les magasins ou sur le site internet? L'idée, c'est qu'elle, justement, elle ne reste pas dans les musées où elles n'y aillent pas. C'est pas ce qu'on veut. On veut que justement elles soient commercialisées et qu'elles soient montrées. Donc oui, vous pouvez les trouver sur notre site, notamment caporal.com, et dans pas l'ensemble des boutiques, mais une dizaine de boutiques en France aussi. Et ça représente quel chiffre d'affaires aujourd'hui et peut-être en 2030 ou 2050? Alors, le chiffre d'affaires, il est dérisoire. Et en fait, je ne veux pas porter un message économique, parce que le message, avant tout, il est de sensibilisation, d'abord. On n'est pas du tout encore dans une logique industrielle sur l'upcycling ou le recycling. On y viendra, mais avec une stratégie de colibri, c'est-à-dire petit à petit, puisqu'aujourd'hui, ça représente des collections qui, sur un produit, on met 14 heures pour faire un produit. 14 heures. Donc c'est vraiment des collections, on va dire, presque en série ultra limitée. Mais peut-être c'est ce que les gens recherchent aussi, d'avoir un produit unique qui a été bien pensé et qui va avoir une valeur, une estimation au-delà de la valeur financière. Bien entendu, c'est montrer effectivement qu'aujourd'hui la durabilité, ça peut s'inscrire avec l'exclusivité, la rareté et quelque chose qui reste beau. Donc c'est une première approche de nouveaux récits, des récits durables et responsables. Merci beaucoup Guillaume. On y reviendra tout à l'heure de toute façon. Hélène, donc petite question. Donc l'ancien récit, le nouveau récit des marques, comment vous arrivez à faire vivre les deux au sein de Petit Bateau qui vient de fêter ses 130 ans? Donc rappelez-nous d'où vous venez, s'il vous plaît. Tout à fait. Du coup, je vais vous parler de Petit Bateau. Donc, je pense que dans la salle, tout le monde doit connaître Petit Bateau, puisqu'on est en France. Donc, s'il y en a qui ne connaissent pas, levez la main. Bon, on est bon. Bon, voilà, tout le monde a plus ou moins une histoire avec Petit Bateau. Soit on les a portés petits, soit on en a mis à ses enfants, soit on a fait un cadeau de naissance. Mais c'est vrai que c'est une marque française qui existe depuis 130 ans. Donc, on a la chance de fêter nos 130 ans cette année. Et ça fait 130 ans qu'on a notre usine à Troyes, que vous pouvez voir sur ce magnifique slide. Je vois déjà 4 brassières, enfin 4 marinières dans la salle, en dehors de la vôtre. Hein. Elles ne sont pas toutes Petits Bateaux, je pense, mais voilà. Donc c'est une marque française qui est depuis son origine engagée dans la qualité des produits et la durabilité des produits. Un amour pour l'innovation aussi, puisque peut-être que vous ne le savez pas, mais Petit Bateau est l'inventeur de la petite culotte. Il y a plus de 100 ans. Elle n'est pas très sexy, la petite culotte. Non, elle n'est pas très sexy. On a coupé les jambes du caleçon en laine à l'époque pour faire une culotte en coton et on remercie Monsieur Valton de l'avoir fait. Donc c'est quelque chose qui reste et qui est toujours dans l'ADN de la marque, cette volonté d'être toujours pionnier et dans l'innovation. Et c'est une marque qui a été fondée autour de valeurs fortes, que sont la qualité. En fait, voyez là notre égérie Marinette, il y a plus de 100 ans, qui disait déjà à l'époque qualité égale économie. Donc c'était déjà ancré là.
On a même Marinette, retrouvé... c'était l'influenceuse de l'époque. C'était l'influenceuse de l'époque, voilà, donc, qui s'imprimait dans les journaux de l'époque. Et donc cette qualité égale économie, elle a toujours été au cœur de la marque. On a même retrouvé des lettres du fondateur de l'époque qui écrivait à son frère « Ils veulent des prix, donnons-leur de la qualité ». Bon, je trouve ça génial parce que c'est tellement adapté à ce qu'on vit en ce moment. Donc voilà, c'était une valeur fondatrice de la marque et c'est là-dessus que s'est construite la marque. Je pense que M. Valton était fortement visionnaire puisque 130 ans plus tard, sa marque est toujours là. Donc c'est que finalement, il y avait vraiment une idée forte. Et donc ces valeurs, bien sûr, elles continuent à nous animer aujourd'hui au quotidien. Eh ben, on aimerait bien être là encore dans 130 ans, nous, hein, oui, franchement. C'est ça. Et comment vous allez pouvoir renouveler ce discours avec un storytelling adapté à notre époque, en fait? Oui, parce que du coup, c'est effectivement être une marque patrimoniale, c'est bien, mais attention, l'idée c'est de surtout pas s'endormir et de vivre avec son temps, 130 ans, mais en étant vraiment ancré dans les enjeux qui sont les nôtres de la société d'aujourd'hui. Donc je compare souvent Petit Bateau à une grand-mère qui fait du skateboard, mais c'est exactement ça. C'est une grand-mère, mais qui est cool. Elle est dans son temps, elle a les codes du moment et elle n'a pas du tout envie de se laisser dépasser. Donc cette qualité, elle a toujours été là. La qualité, la transmission aussi, on en parlait tout à l'heure. Les petits bateaux ont toujours été transmis dans les familles. C'est pas nouveau, finalement, on parle beaucoup de la seconde main, mais finalement cette transmission, elle a toujours été là. Pourtant, en 2020, on s'est dit, ok, comment on va plus loin ? On était assez silencieux en fait sur ces sujets. La qualité, elle était au cœur de la marque, mais on n'en faisait pas un combat. Et face au constat qui était celui de l'industrie du textile que tu as très bien dépeint, qui est catastrophique, finalement l'industrie textile est une des plus pollueuses au monde, on s'est dit qu'il fallait qu'on sorte du silence et qu'on donne notre vision de l'avenir de cette industrie et qu'on la défende, cette vision. Et merci d'avoir accepté de parler parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas parler parce qu'il y a un certain sentiment de culpabilité. Mais vous prenez les choses en main, même si ce n'est pas encore parfait. Ben voilà, vous orientez vers des solutions et vous prenez le temps d'y réfléchir. Complètement, complètement. En fait, quand on appartient à l'industrie du textile aujourd'hui ou de la mode, on a une responsabilité, mais on a aussi une opportunité de pouvoir changer les choses dans le bon sens. C'est vrai que quand moi je vois Chine, ça me donne des boutons, mais voilà, c'est un fait, ça existe et aujourd'hui c'est présent sur le marché. Pour autant, il faut proposer un modèle alternatif. On ne peut pas rester les bras croisés et se dire que c'est ça l'avenir de la mode. Donc aujourd'hui, on sait tous qu'on évolue dans un monde avec des ressources finies. Il y a encore 10 ans, on n'avait pas vraiment tout ça consciemment à l'esprit, mais aujourd'hui c'est clair. Donc il faut que les marques de mode se positionnent et offrent des alternatives. Donc on a repensé, comme vous, on a pris tous les éléments et on a repensé toute la plateforme de marque pour se dire comment on va transformer notre business model. Donc c'est bien plus qu'une plateforme de marque, de communication, mais comment finalement on invente un nouveau business model qui soit compatible avec les ressources finies de ce monde. Et du coup, ça a donné naissance à cette nouvelle plateforme de marque, incarnée par un claim qui est liberté, qualité, durabilité, et un vaste programme de transformation de l'entreprise pour y mettre la RSE finalement au cœur de la stratégie. Toutes les vitrines portent liberté, qualité, durabilité? Oui. D'accord. Maintenant, c'est vraiment notre claim de marque. En France et à l'étranger? Oui, tout à fait. En français aussi à l'étranger? Alors, dans beaucoup de pays, oui, en français, pour ceux qui arrivent, entre guillemets, à décoder le français. Bien sûr, sur des pays asiatiques, là, on a fait appel à des traductions. D'accord. Et l'intergénérationnel, vous nous l'avez un petit peu cité, mais c'est aussi une de vos campagnes phares. La transmission? Oui. Donc la transmission, c'est au cœur du modèle. Et donc cette nouvelle plateforme, elle a pour objectif de transformer vraiment notre business model. Comme disait Guillaume, Guillaume Ruby, oui, de Caporal. Guillaume. Je voudrais pas t'appeler par un mauvais Je vous ai prénom. dit, ils ne se connaissaient pas avant de monter sur scène, Voilà. donc ils font connaissance devant vous. Voilà. Comme disait Guillaume, il faut offrir des nouveaux modèles. Et donc une transformation de business model, c'est effectivement, ça va passer par 3 choses, c'est-à-dire produire moins, tu en as parlé. Produire moins, ça ne veut pas forcément dire être dans la décroissance, mais produire de façon plus intelligente aussi, c'est-à-dire produire moins en amont des saisons et des collections et s'adapter plus
à la réelle demande du consommateur pour diminuer les surstocks des entreprises. Donc diminuer les surstocks, c'est aussi, les surstocks peuvent tuer des entreprises textiles. Donc ça, c'est vraiment fondateur. Produire en réduisant son impact environnemental et surtout allonger la durée de vie de chacun de nos vêtements. Donc nous, on a toujours fait des vêtements qui étaient faits pour durer 5 vies, donc qui sont durables par essence. Pour autant, si on n'aide pas le consommateur à leur donner réellement ces 5 vies, au final, on n'arrive pas à notre objectif. Donc leur donner les moyens d'être vertueux et de faire vivre plusieurs vies aux vêtements va être clé dans cette économie circulaire. Et donc c'est pour ça qu'on s'est engagé notamment sur des nouveaux business models de location ou de seconde main, dont tu as parlé. Donc la location, bien sûr, encore très confidentielle. Là, pour le coup, on est vraiment sur un nouveau comportement d'usage, donc passer d'une société de propriété à une société d'usage. Autant ça s'est énormément fait sur la musique, autant sur les textiles, c'est encore très balbutiant, on va dire. La seconde main, en l'occurrence, en revanche, c'est quand même déjà très implanté. On peut dire merci à Vinted quand même d'avoir fait cette éducation de marché. Et Le Bon Coin. Oui, et Le Bon Coin avant Vinted. Et aujourd'hui, finalement, c'est d'aider le consommateur, de lui donner une solution pour, de façon très simple, donner une deuxième, une troisième vie, une cinquième vie à son produit. Donc là, en mars, on vient de lancer notamment la seconde main digitale, qui est entièrement intégrée à notre site. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on traite sur le côté, comme la plupart des marques aujourd'hui qui ont un business seconde main, mais séparé de leur business première main. Là, c'est un seul et même site. Il n'y a pas un client seconde main, un client première main, il y a un client petit bateau qui a droit à la même expérience et au même traitement. Donc ça fait partie de la désirabilité. Quand on achète de la seconde main, on n'a pas envie d'être considéré comme un client de seconde zone. On veut avoir la même expérience qu'un client de première main et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire avec cette seconde main digitale. Oui, c'est ça, c'est pas au fond du magasin caché derrière le placard, etc. Non. Et du coup, le client, il peut acheter à la fois de la seconde main et de la première main, recevoir le tout dans un même colis avec la même expérience, le droit de retour, de remboursement. Enfin, voilà, en gros, c'est exactement la même chose. Cumul de points de fidélité, c'est la même chose qu'un client première main pour vraiment démocratiser et intégrer la seconde main au cœur du business model petit bateau. Et comment, justement, on va pouvoir avoir un vocabulaire qui correspond à ça? Est-ce que vous avez réfléchi, et puis je passerai la parole ensuite à Vincent, est-ce que vous avez réfléchi au vocabulaire à utiliser? Parce que justement hier, on avait sur scène Decathlon, le leader de la Second Life, Le Bon Coin et Fnac Darty qui fait beaucoup de recyclage, réparabilité et durabilité. Florence, tu étais dans la salle, d'autres personnes étaient dans la salle que je vois ici. Donc il y a une question de vocabulaire aussi qui m'a été posée parce que j'avais posté sur LinkedIn et on m'a dit n'utilise pas Second Life. Second Life, c'est le métaverse. Mais Second Life, ça a été aussi un jeu vidéo qu'on a connu il y a 15 ans à peu près. Mais Second Life, c'est aussi un terme qui est beaucoup utilisé dans la seconde vie. On dit seconde chance chez Le Bon Coin, seconde chance au produit. Mais est-ce que vous avez posé une question sur le vocabulaire à utiliser chez Caporal ou chez Le Petit Bateau? Effectivement, quand on s'engage dans une stratégie RSE, enfin, quand on veut mettre la RSE au cœur de sa stratégie et de sa communication, il faut se dire comment on va le faire. Aujourd'hui, les sujets RSE, ils peuvent être très sérieux, voire même très angoissants pour certains. Et l'idée, c'est de le faire avec ses codes de marque et de rester soi-même, de ne pas galvauder ces codes de marque pour aborder ces nouveaux sujets. Et finalement, c'est encore très peu fait aujourd'hui parce que ces sujets-là sont encore traités souvent de façon annexe, comme je le dis, avec des codes du coup qui sont plus des codes de marché que des codes de marque, parce que finalement, les marques ne les ont pas encore complètement digérés. Donc on utilise beaucoup le vert pour comprendre que c'est green, on utilise des codes qui sont finalement des codes communs, mais pas des codes de marque. Donc ce qu'on a voulu faire là sur la partie seconde main, c'est justement en finir avec ces codes de marché et se dire la seconde main, maintenant, ça fait partie de notre marque et on l'intègre complètement. Donc on change les codes, on casse les codes, on met des couleurs gaies, vives à la Petit Bateau, on est à hauteur d'enfant avec ce ton espiègle qui nous va bien et du coup, on fait haut les mains la seconde main et on est chez Petit Bateau. On n'est plus dans des codes marché, mais on est bien chez nous.
Très bien. Et chez toi, Guillaume, bon, vous n'avez pas encore tout à fait les secondes mains et c'est des collections capsules, mais qu'est-ce que tu penses du vocabulaire? Est-ce que vous vous êtes posé la question en tant qu'expert de la communication? Alors, on ne s'est pas posé la question comme ça, mais j'y réfléchis en même temps que tu l'as posé la question, pour dire que peut-être que aujourd'hui on parle de seconde main, seconde vie, seconde, mais finalement en français c'est peut-être pas le meilleur des termes, on devrait parler de deuxième, parce que qui dit deuxième dit troisième, dit quatrième, dit cinquième, alors que seconde c'est quelque part ça montre une finalité. Donc clairement aujourd'hui l'enjeu qui est associé à ça, c'est de se dire que la responsabilité des marques, elle est sur quasiment la fin de vie. Et la fin, c'est pas la seconde, c'est la deuxième, la troisième, la quatrième. Et ça, c'est peut-être une terminologie importante et qui pourrait rentrer dans le vocabulaire des marques pour quelque part un peu sensibiliser. Je ne veux pas dire éduquer ou faire de la pédagogie parce que c'est pas notre rôle. On est là pour faire rêver aussi, mais peut-être pour inciter à imaginer que lorsqu'on achète un produit, on l'achète, il peut avoir une histoire, une deuxième histoire, une troisième, une quatrième. Bah, ce sont un peu au cœur des éléments de langage, et quand on est Chief Poetic Officer, on réfléchit beaucoup aux mots. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a des mots que tu nous conseilles, Vincent, pour pouvoir parler des choses? J'ai retenu chez Guillaume que l'Iran, le vieux beau, pardon. Non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas le vieux beau. Faire du beau avec du vieux. Très beau slogan, effectivement. Merci beaucoup. Faire du beau avec du vieux. Donc, pas tout à fait seconde main, mais seconde chance ou deuxième vie ou troisième vie, quatrième vie. Vincent, qu'est-ce que tu nous conseilles? Des mots précèdent la réalité. C'est le monde merveilleux des mots. Donc effectivement, des mots juxtaposés en fait vont donner de l'action et vont précéder en fait le réel. Donc c'est hyper important en fait de peser ces mots. Et dans le réenchantement, moi, que je me suis donné en tant que Chief Poetic Officer avec la poésie en fait de notre monde, de redonner goût en fait à l'émerveillement. Les mots ont vraiment une importance. Vous parliez de Second Life là il y a quelques instants. Et les deux mots les plus utilisés aujourd'hui, à savoir la sobriété et le vivant, n'ont pas vraiment de traduction en anglais. Quand je dis ça, c'est que traduisez le vivant par living, ça va, mais par life, là vous êtes confronté au côté pro-life, procréation, et l'autre qui est la sobriété, veut dire être sobre niveau alcool dans les pays anglo-saxons. Et donc en fait, les seuls mots qui existent à l'étranger pour parler de sobriété, qui est quand même le cœur en fait de ce que l'on fait, ça va être un mélange de frugalité, de satiété, d'efficience, etc. Mais il n'y a pas vraiment de terme en tant que tel pour parler du chemin en fait, vers l'avenir. Là, je vous ai mis en fait, sur le slide en fait, les mots-clés qui reviennent le plus en ce moment, après la sustainabilité, le côté marketing inclusif. Moi, je travaille beaucoup sur l'art du discours, sur les mots, notamment sur les leaders. Et en fait, il y a un truc en fait, sur les discours, le but ultime de tout discours, et donc pour les marques, c'est la même chose, c'est comment est-ce que vous allez faire un discours personnel à vertu universelle. Et en fait, d'être sur cette fine ligne, en fait, vous pouvez réussir à parler à tout le monde aujourd'hui. Et il y a effectivement ça à viser, la soutenabilité, le futur grandeur nature, le changement de cap, on va en parler dans quelques instants, le côté humain et demain, l'harmonie, parce que je ne sais pas si vous avez vu Avatar 2, il parlait du grand équilibre pour justement une période révolue à faire renaître sur Terre, l'alignement entre ce qu'on va dire, ce que l'on va faire, ce que l'on va être, et puis la post-croissance, donc pas la décroissance, mais aussi avoir une croissance qui est plus sur des capitaux essentiels et pour pouvoir aller vers un chemin plus sobre demain. Mais notamment, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'économie du donut, avec son plafond qui sont les limites planétaires et le plancher qui sont la justice sociale. Donc il y a tous ces concepts-là qui arrivent et qui s'intègrent dans le changement de cap. Et c'est de ça dont je voulais parler juste après, c'est... Je ne sais pas si dans les nouveaux imaginaires, les nouveaux récits, les nouveaux narratifs dont on parle aujourd'hui, cette bataille en fait des imaginaires, il y a un livre qui est très clé que je vous recommande qui s'appelle L'espérance en mouvement de Johanna Messi et qui en fait explique qu'il y a 3 types de scénarios possibles pour l'avenir. Le premier, elle appelle ça la grande désintégration, le grand effondrement, à savoir en fait foutu pour foutu, il n'y a rien à faire, donc en fait ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit, de toute façon on va dans le mur.
Le deuxième, c'est ce qu'elle appelle le business as usual. Donc en fait, le fait de croire dans le capitalisme, dans la croissance, dans le fait que l'innovation technologique va nous sauver, donc de continuer en fait sur le même chemin que nous avons aujourd'hui. Et le troisième, qu'elle appelle en anglais the great turning, le changement de cap, et qui en fait qui est la remise en question de manière radicale de nos systèmes de valeurs, de nos modes de vie et de modèles économiques aussi. Et donc c'est ce vers quoi en fait nous allons, ce changement de cap, nous essayons d'aller, qui est le plus porteur d'espoir pour aller vers demain. Et ces nouveaux récits en fait sont effectivement les remplacements de récits dominants qu'il faut essayer en fait chacun à sa juste part en fait de contribuer avec ses marques. Et il y a une matrice moi que j'utilise souvent et que je vais vous donner aujourd'hui. À la fois pour la communication des marques, mais aussi pour les discours, vous en tant que leader de vos propres causes. C'est une matrice en fait très simple en 4 H. Le premier, c'est l'humain. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous connecter à vous et à votre audience, cette authenticité, de parler vrai en fait en tant que marque et en tant que personne. Le deuxième, c'est l'horizon. I have a dream de Martin Luther King, cette expression de votre vision, de votre destination, de votre rêve pour vous et pour le monde, et la roadmap que vous voulez dessiner. Et le troisième, c'est l'harmonie, c'est l'impact positif, sociétal, humain, environnemental que vous allez vouloir avoir sur le monde et votre contribution là-dedans. Et le quatrième H, c'est le haut-parleur, c'est vous, c'est votre jeu JE de scène, c'est votre singularité. Comment est-ce que vous allez pouvoir en fait avoir une entrée très singulière pour aussi à la fois vous réaliser, mais contribuer au monde en tant que cadeau à offrir. Et donc dans tous ces récits-là, en fait, c'est vraiment cette bataille des imaginaires de se reconnecter un petit peu à l'émerveillement pour aller apporter un supplément d'âme et puis transformer en fait les consommateurs, les citoyens en héros, mais nouveaux types de héros avec des nouvelles normes, nouvelles valeurs comme l'entraide, le partage, le don, mais aussi des nouvelles normes comme le fait maison, le fait local ou le faire ensemble. Donc, Merci. Donc en fait, effectivement, on voit qu'il y a une transformation à faire. Cette partie de transformation, elle n'est pas toujours accessible. Et tu cites l'exemple des nouveaux récits. J'ai quelques cartes, si vous voulez, en sortie de scène tout à l'heure. Je vous montrerai comment ça s'illustre et comment on aide les personnes qui participent à transformer, que ce soit des marques dans la communication ou que ce soit applicable sur d'autres vision, notamment sur les fondamentaux en fait, de notre vie. Je vais demander à Guillaume de revenir sur les do et les don't, parce qu'effectivement, dans les conseils aux personnes qui sont dans la salle, on a vu avec Vincent quelques mots qui illustrent cette transformation et ces mots qui sont utilisés en français ou autrement en anglais. La sustainability, évidemment, on en parle beaucoup. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un vocabulaire qui sera galvaudé dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Et est-ce qu'on n'a pas autre chose à dire? Donc, quels sont les conseils, Guillaume, que tu peux donner aux marketeurs, aux communicants qui sont dans la salle? D'une manière générale, les do, les don't pour aller vers plus de sobriété, c'est le premier do, c'est réduire. Réduire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois réduire nous en tant que marque ce qu'on utilise en termes de ressources et c'est nous en tant que consommateurs de réduire notre frénésie ou quelque part notre addiction. Ça, je veux dire, il n'y a pas... je veux dire, c'est le schéma le plus vertueux, je sais que c'est le plus compliqué, mais il n'y a pas d'autres possibilités. Et je voulais juste faire référence, parce que je pensais à réduire, qu'est-ce que ça veut dire? On a, je pense que beaucoup de marques, peut-être que Petit Bateau aussi, lorsqu'on est rentré dans notre transformation, puisqu'on parle de transformer, c'est un autre mot aussi qui est important, se transformer, on s'est dit, mais finalement, si demain, tous mes produits, allez, 60-70% de mes produits sont éco-conçus, est-ce que ça suffit, par exemple, pour être dans les accords de Paris? Pour être à moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre? Absolument pas. Absolument pas. D'un point de vue, on va dire, général, en France, les indicateurs qu'on nous a donnés, c'est qu'il faut qu'on réduise de moitié notre production. Donc ça ne peut pas passer par uniquement un comportement d'achat qu'on limite, c'est aussi limiter ce qu'on produit. Le deuxième, je vais être peut-être un peu radical aussi dans les doux.
c'est peut-être interdire aussi certaines pratiques ou certaines déviances de production. Donc je pense que là, il y a un rôle politique à mener, étatique, justement, à travers Européen, à travers les taxes et encourager aussi la recyclabilité à travers des bonus, des malus, mais aussi freiner ce qui se passe aussi, et je parle de la mode, hein, au niveau de la déviance. Après, je dirais qu'il y a dans les doux, tester, c'est important. On a des tas de possibilités en tant qu'entreprise, et il faut raisonner en mode POC et se dire c'est compliqué de trouver un nouveau schéma directeur, un nouveau schéma on va dire économique pour une entreprise qui veut devenir plus vertueuse. Donc il faut qu'elle teste des choses. Et il y a des choses qu'on peut laisser sur le côté et c'est pas grave. On peut tester un process de seconde main. On peut tester un process d'upcycling. On peut tester des choses pour en faire son propre parcours. Après, il y a une notion qui, pour moi, est liée à fédérer. On a besoin de fédérer tout notre écosystème. Dans la mode, je peux en parler parce que je le connais depuis plus de 20 ans. C'est que seul, on ne peut rien faire. Hein. On n'est pas producteur, on n'est pas créateur, on ne peut pas tout faire. Donc ça dépasse aussi, ça nous dépasse. Donc il faut enrôler aussi tout un écosystème de partenaires et de fournisseurs avec nous, mais aussi d'autres marques. Et je trouve que le doux qu'on devrait démarrer aujourd'hui, c'est se regrouper. C'est-à-dire qu'on a tendance, en tant que marque, à agir de notre côté de manière assez isolée. Et je pense que c'est en s'alignant et en se regroupant qu'on va pouvoir peut-être faire changer les choses. Et puis enfin, je dirais que dans les doux, j'aime pas trop parler de dompte, mais dans les doux, il y a une chose qui est importante, c'est que pour une marque ou une entreprise, aller vers la sobriété tout en restant désirable, c'est remettre au centre de sa proposition la créativité. Et dans la mode, voilà, on surconsomme finalement et on attache moins d'importance à la créativité d'un produit, ce qui le rend unique. Il faut qu'on pense comme ça. Donc nous, on a un gros challenge en tant que marque qui est de se dire comment on rend notre produit plus désirable à travers la créativité. Voilà. Il y a une partie que tu n'as pas abordée et pourtant quand on s'était parlé pour préparer la table ronde, j'avais été tellement surprise de ce que tu fais à côté de Caporal. Là, c'est vraiment pas la casquette Caporal, avec la pédagogie pour les jeunes et sur l'industrialisation et fabriquer autrement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Effectivement, il y a des tas de choses qui sont en train de se passer dans la mode, qui sont insufflées par des marques. Hein. Moi, Petit Bateau est un référent pour ça. Mais il y a notamment par rapport à la production et les usines en France qui en fait, dans la mode aujourd'hui, en France, on peut dire qu'on s'est désindustrialisé. C'est le secteur ou le deuxième secteur qui emploie le plus de gens en France. Pour autant, on ne sait plus produire. On ne sait plus faire. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Et donc, il y a des initiatives qui sont en train de naître, notamment une à Marseille avec la naissance de la première école de production. Donc, l'école de production, le système, ça existe dans tous les services, on va dire dans toutes les industries. Ça n'existait pas dans la mode. C'est des écoles qui sont certifiées par l'État et le ministère de l'économie. Et en fait, pour le ministère de l'économie, la France, la mode, c'est pas une industrie. Alors maintenant, ça change. Et l'école de production, c'est prendre des jeunes qui ont 14, 15 ans, jusqu'à 17 ans, pour leur apprendre à travers un cursus, on va dire, diplômant, qu'on peut réindustrialiser et qu'on peut apprendre des métiers de la couture notamment. Et donc, manuel, effectivement, qu'on remet en avant. Et l'idée, c'est de ces écoles de production, c'est qu'un tiers de leur financement va à la commercialisation, c'est-à-dire qu'ils répondent à des appels d'offres. Donc, ils se financent aussi en étant producteurs eux-mêmes
pour des entreprises comme Caporal, comme Petit Bateau Demain, etc. Il y en a une deuxième qui est née aussi dans le Nord, à Roubaix. Donc il faut les saluer. Et donc effectivement, je suis engagé là-dessus et sur d'autres qui sont plus liés à la création. Pour compléter ce que dit Guillaume, effectivement, nous, c'est quelque chose auquel on a été confrontés assez rapidement. Hein. Et du coup, on a dû créer nos écoles, nos propres écoles de formation au sein de Petit Bateau pour former en fait au métier de bonnetier, au métier de confectionneuse, puisqu'on ne trouvait plus de gens qui avaient ces compétences-là. Donc ça permet aussi aux gens de se reconvertir. Donc on forme nous-mêmes et on a des promotions donc chaque année pour alimenter du coup nos salariés. Et voilà. Ça fait vraiment plaisir effectivement d'entendre ça. Et je crois que le 19, pour des gens qui connaissent bien la mode et le luxe, comme Alix devant, il y a aussi des endroits et des marques de luxe qui font en sorte qu'ils ont ça. Et puis on parlait de l'académie de Label Emmaüs tout à l'heure. Et hier, on avait Fnac Darty et Decathlon sur scène qui effectivement, eux aussi, ils apprennent aux gens à faire de la réparabilité. Donc si vous avez des conseils à donner aux jeunes, c'est de s'orienter vers ces métiers manuels. Il y a la tech, bien sûr, mais il n'y a pas que le digital et la tech. Il y a aussi ces savoir-faire qui sont tellement précieux et qui permettent de conserver et d'insuffler cet esprit de désirabilité. Est-ce que vous avez, vous, chez vous, pour la sobriété, des conseils à donner avant que Vincent nous parle de ce qu'il a brainstormé? Moi, mon conseil principal, c'est transformez-vous tant que ça va bien. En fait, les nouveaux récits, ça ne suffit pas. Hein. Le récit n'est qu'au service d'un nouveau modèle. Ce modèle-là, comme disait Guillaume, il faut l'inventer, il faut le tester. Du coup, il faut du temps, il faut des investissements et il faut être assez solide pour pouvoir avoir le temps de tester ces nouveaux modèles et d'apprendre. Personne n'a la boule de cristal quant à ces nouveaux modèles. Tout reste à inventer, tout reste à écrire, justement. Et du coup, il faut le faire tant que l'entreprise est en bonne santé et on a tendance à ne pas le faire parce que quand tout va bien, on continue à faire ce qu'on a toujours bien fait et ça marche et donc on va continuer comme ça. Et c'est justement quand ça va bien qu'il faut prendre le risque de se réinventer, de tester des nouvelles choses et de se mettre en danger. Voilà, donc ça serait mon conseil principal. Très bien. Vincent, qu'est-ce que tu nous proposes? D'un point de vue poétique, moi, une des raisons pour laquelle j'essaye de mettre du réenchantement dans les entreprises à travers la poésie, c'est notamment pour les vertus qu'ont la poésie. La première, c'est le champ lexical. Comment est-ce qu'on peut trouver notre mot juste dans notre communication? Le deuxième, c'est le champ des possibles. Comment est-ce qu'on peut aller contempler un horizon commun, se projeter dans un idéal demain? Et le troisième, c'est le champ émotionnel. Comment est-ce qu'on peut toucher le cœur de son audience avec un langage universel comme un espéranto? Et en fait, de ça, comment est-ce qu'on peut justement apporter quelque chose de plus, mais tout en restant dans le côté aussi poétique, où poésie veut dire créer et faire. En fait, donc le poète, en fait, c'est pas juste un rêveur, c'est aussi un acteur du changement. Et c'est pour ça que peut-être le gros shift en fait qui a lieu aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut passer d'un storytelling à un story doing. Et en fait, d'avoir, quand je parle d'alignement là sur les 10 points, l'alignement, c'est d'avoir des preuves de l'action que vous menez entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous êtes. Le réenchantement, comment est-ce que vous apportez en fait cette touche d'émerveillement qui fait qu'on va vouloir avoir envie d'aller vous suivre. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'écologie, elle est d'abord scientifique pour donner des données, et ensuite elle est poétique pour donner envie d'aller dans cette voie-là. L'ambition 2040 qui est affichée avec des net zéro un peu partout 2050, comment est-ce que vous la rendez crédible et vraiment effectivement mesurable également? Le récit collectif qui puisse être partagé à la fois en interne mais aussi en externe. Une coécriture de l'avenir, parce que je pense que c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Comment est-ce qu'on peut chacun jouer notre part dans cette coécriture de demain? Les alliances plutôt que la compétition, des alliances sur toute la chaîne de valeur avec des producteurs locaux, d'autres partenaires. Changer fondamentalement ce que tu disais, effectivement transformer le business model, c'est pas juste en fait une évocation, c'est vraiment le réaliser. Trouver des couleurs aussi, un peu dans le bleu, dans le vert, dans l'harmonie, dans le côté terre, océan. Et puis aussi partir d'où vous êtes. En fait, on vous demande pas, on demande pas aux marques d'être parfaites. On demande en fait juste de partir de là où elles sont pour ensuite évoluer en fait positivement. Et puis véhiculer de nouvelles normes, parce qu'en fait, il y a effectivement ce principe sociologique où en fait, quand des normes sont atteintes, quand des changements de normes, en fait, les changements de normes peuvent être atteints de manière très rapide. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle souvent des tipping points, des points de bascule d'une société, on pense que ça va prendre 20 ans à ce que le monde se change, etc. Mais par contre, quand on regarde dans l'histoire, une norme peut basculer
en l'espace de 5 à 10 ans, en fait. Dès qu'elle dépasse une masse critique, le temps de changement est très rapide. Donc, en fait, il y a encore de l'espoir dans l'avenir. Et donc, c'est pour ça que chacun peut faire sa part demain. Et puis après, le reste, effectivement, remplacer les discours d'intention par des vrais récits d'action en tant que tels. D'accord, et ta ligne droite, tu ne l'as pas détaillée, mais effectivement... Je ne l'ai pas lu parce qu'il reste 6 minutes, mais effectivement, c'est le fait de dire la vérité, de ne pas minimiser la crise, de ne plus faire du greenwashing comme ça a été le cas très souvent, et puis aussi d'avoir cette injonction de tout le monde, en fait, we're saving the world. Il n'y a personne qui sauve le monde, on contribue chacun à son amélioration. Et comment? Et voilà, en fait, le récit, il est dedans, en fait, dans le comment. Oui, et le thème général du salon, vous l'avez vu, c'est la consommation bisous et les 4 P. Donc, est-ce que vous vous souvenez, bisous, maintenant, parce qu'on le répète depuis le début du salon, B comme, donc ça, c'est les questions que se pose le consommateur, B comme besoin, I comme immédiat, très bien, S comme solution, donc le consommateur se dit, est-ce que j'ai vraiment un besoin et cet objet que je veux acheter, est-ce qu'il m'apporte vraiment la solution, O comme, et ça c'est très important, notamment sur l'exemple de la marque chinoise, comme origine, et U comme est-ce que c'est vraiment utile. Bravo, premier rang là, avec vraiment tous les mots, félicitations. Donc en fait, cette consommation de bisous, c'est aussi une consommation qui s'appuie sur une responsabilité et sur la réflexion du consommateur. Et les jeunes, il y en a beaucoup qui vont directement sur le vieux, vers du vieux avec du beau. Je me montre comme ça. Pas le vieux beau, hein, le vieux, faire du vieux avec du beau. Et il se pose aussi la question des 4 P. Les 4 P donc, du mix marketing que vous pratiquez depuis que vous êtes tout jeune à l'école, prix, produit, public, promotion, qui se sont transformés en People, Planet, Profit, Purpose. Très bien. Et toi, tu en ajoutes un 5e. Pour la poésie. Exactement. Très bien. Tu nous passes voilà, merci beaucoup. Tu nous passes, toi, ta vision, mais que je voudrais bien que tu illustres. Donc, c'est les 4 P qui deviennent les 5 P avec Tu veux Vincent. un format extrait pour laisser des questions Oui, je voudrais bien un format extrait, parce que n'hésitez pas à poser vos questions, là, je les reçois, ça y est. Juste une petite 30 secondes d'extrait, s'il te plaît, avant de prendre les questions et la conférence suivante. L'une des manières de poétiser en fait les entreprises, c'est aussi de venir en fait déclamer des discours poétiques dans des conventions pour justement apporter ce supplément d'âme. Et donc il y a un de ces discours qui s'appelle le cap humanisme. Comment on peut changer de cap et passer du capitalisme au cap humanisme. Et en fait, il y a un extrait que je voulais juste vous donner aujourd'hui. C'est une invitation en fait. Donc de votre cause à notre apothéose, devenons tous des leaders poétiques, des révolutionnaires à l'imaginaire visionnaire, des alchimistes empathiques et altruistes en charge de l'émerveillement et du réenchantement. Parce qu'au final, nous sommes tous des responsables du vivant. Alors imaginons des récits dans le grand équilibre de l'harmonie en guise de narratif, pour passer du statu quo au statu quo lectif, avec comme horizon un avenir régénératif. Et que fleurisse l'économie circulaire dans la préservation de nos ressources naturelles, tel un feu vert vers les imaginaires pour enfin changer d'air. Et ce sera peut-être l'élan vers le chapitre suivant, intitulé « Autant en emporte le vivant ». Merci. Merci beaucoup, Vincent. On va prendre les questions. Donc, vous avez vraiment, il nous reste 3 minutes maximum. Celle qui s'affiche ici. Vous voyez, merci Hélène, Vincent et Guillaume pour vos interventions enrichissantes sur la sobriété et la transition écologique. Ma question pour Hélène et Guillaume, comment intégrez-vous dans votre politique RSE de sobriété et de transition écologique la lutte contre la contrefaçon? Qui commence? Hélène ou Guillaume? Alors nous, on ne l'intègre pas du tout. D'accord. Pour être complètement honnête. Alors après, je pense que c'est des sujets qui concernent beaucoup le luxe. Moi, je ne pense pas qu'on ait contrefait beaucoup petits bateaux. L'idée, c'est plus de se dire comment on réduit de manière générale pour ce qu'on produit nous-mêmes, pour justement ne pas se retrouver en revanche dans des contextes ou sur des marchés, ou sur comment on n'est pas vendu sur des réseaux secondaires et comment on produit vraiment les choses qui sont
utile à nos consommateurs et pas du surplus qui est du coup déprécié par la suite et vendu dans des contextes vraiment dégradants. Merci. Et Guillaume, une réponse sur la contrefaçon? Exactement la même. Hein. La contrefaçon, c'est effectivement devenu davantage une problématique pour le luxe, beaucoup moins pour des marques qui sont dites populaires aujourd'hui, comme nous. Donc on n'a pas une action spécifique inclus dans notre, on va dire, dans notre feuille de route contre la contrefaçon, mais effectivement plutôt contre la surdistribution ou des réseaux qui pourraient justement dévoyer l'action qu'on a sur le long terme. Et j'ai une question pour Vincent. Où trouve-t-on vos poèmes? En ligne, il y a un site qui s'appelle vincentavanzi.com et en fait, il y a à peu près une centaine de discours poétiques qui sont sur YouTube également. Donc là, le cap humanisme, il suffit de le taper sur YouTube et vous y avez accès. Et au plaisir de rester en contact ou sur LinkedIn également. Et je vous enverrai ce que vous souhaitez. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci à nos speakers. Merci d'être dans la salle. On va libérer parce que vous avez une prochaine conférence. Et franchement, merci beaucoup pour cette audience qualitative et très appréciée.